Salut tout le monde, c'est Bernard NG de Devcast et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire une connexion au OAuth en utilisant Google dans notre application Symfony. Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir notre travail. La première des choses avant de commencer, c'est de se rendre sur le site de Google. Donc, vous allez dans la console cloud de Google et on va créer des identifiants. Ça sera des clés d'API qui vont nous permettre d'utiliser justement cette connexion en passant par Google. Ici, nous allons créer des nouveaux identifiants pour notre application. Donc, je vais choisir client OAuth. Je dois préciser le type d'application. Dans notre cas, c'est une application web et je vais donner un nom à ce client. Ici, chez moi, je vais l'appeler sobrement OAuth. À partir d'ici, on peut définir quelques paramètres. Nous travaillons en local, donc je mettrai ici HTTP localhost, même si ce n'est pas vraiment important, 8000, parce que notre application Symfony va tourner sur le port 8000. Mais en production, vous mettrez l'adresse de votre site Internet. Alors, pour les URL des redirections, je vais compléter et nous allons voir de quoi il s'agit exactement. Je mettrai localhost 8000 /auth /check /google. Cette URL, c'est l'URL sur laquelle Google va nous rediriger après que l'utilisateur ait accepté de se connecter en passant par Google sur notre site. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire ici et les différentes clés me seront générées. Alors voilà, j'ai mes différentes clés qui m'ont été générées. Je peux télécharger le fichier JSON, mais je vais laisser ça ouvert et revenir dessus un peu plus tard. Voilà, c'est un tout nouveau projet et nous allons ensemble essayer de construire cette application. Pour la partie design, je vais utiliser Tailus. Tailus, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui nous propose de copier-coller des blocs de design en Tailwind CSS que nous pouvons utiliser dans notre projet. Donc, dans la partie login, dans les blocs disponibles, vous avez ce bloc login que vous pouvez utiliser. Donc, tout ce que je vais faire, c'est copier ce code et l'ajouter dans mon projet. Pareil pour la partie dashboard pour illustrer un peu l'accès à un contenu. Voilà le dashboard que je vais utiliser. Vous pouvez retrouver ça sur tailus.io. Alors, dans notre application Symfony, je vais commencer par créer un contrôleur. J'ai setup un peu le projet. Donc, la partie login, je vous ai montré comment j'ai copié le code. Pareil pour la partie home. Et tout ce que je dois faire maintenant, c'est créer les différents contrôleurs et vous montrer comment nous allons faire. Alors, ce contrôleur est simple. On est dans le namespace appcontroller et nous aurons une classe homeController qui va étendre de l'abstract controller de Symfony. Bien, maintenant que c'est fait, je vais définir une simple méthode public function index. Alors ici, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un coup de return 10 render et le fichier, ça sera home index.html.twig. Je vais préciser une route. Je donne un nom à cette route. Je vais l'appeler index. Voilà, maintenant que c'est fait, vous voyez qu'on accède bien au dashboard que nous avons copié sur tailus.io. J'aimerais bien que l'utilisateur n'accède qu'à cette page uniquement s'il est connecté. Pour ça, on va devoir mettre en place un système d'authentification. Mais pour rajouter cette restriction sur notre page index, on peut directement soit sur la fonction, soit directement sur le contrôleur. On peut exiger avec l'attribut isGranted que l'utilisateur ait un rôle user dans notre cas pour accéder à cette page-là. Donc, en faisant ceci, ce qui va se passer, c'est que j'aurai une erreur. Je ne pourrai pas accéder à cette page et nous allons voir comment on va mettre en place l'authentification. Pour commencer, on a besoin de définir un utilisateur. Pour créer un utilisateur, PHP bin console make user. Et ici, je vais utiliser l'adresse email parce que quand on va se connecter à Google, on va récupérer aussi l'adresse email. Est-ce que j'ai besoin de sauvegarder les passwords? Dans notre cas, non, parce qu'on va faire une connexion 100% avec Google. Voilà ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des fichiers qui ont été créés, la partie user, le repository associé et la configuration qui a été modifiée. Allons voir un peu ce que ça donne. Si je reviens dans mon projet et que je vais dans la configuration, c'est-à-dire package security.yml, je vais me rendre compte qu'il y a un nouveau provider, comment on fournit les utilisateurs à authentifier et le provider qui a été créé.
Dans notre cas, nous n'avons pas créé d'authentificateur ou d'authentificator. C'est ce que nous allons faire manuellement. Autre chose, vous voyez que notre user a été créé et notre repository associé a été créé. Alors, je vais tout simplement rajouter une méthode. Ça sera une méthode add qui prendra en paramètre un utilisateur et qui va utiliser le entity manager pour le persister. J'encapsule ça ici pour m'éviter d'importer cette classe dans les contrôleurs ou dans les services qui vont s'occuper de sauvegarder l'utilisateur après la connexion s'il n'a pas de compte. Je vais rajouter une autre propriété dans ma classe user qui me permettra de stocker l'ID Google, l'identifiant de Google. Et c'est à partir de cet identifiant qu'on pourra continuer à authentifier l'utilisateur. Donc cet identifiant est simple. Je vais refaire un coup de make entity. Je précise ici user. Comme ça, je vais rajouter des nouvelles propriétés. Et je vais rajouter un Google ID. Le Google ID, ça sera le champ qui nous permettra de savoir si l'utilisateur a déjà été connecté en utilisant Google. Donc, ça sera un entier. Je ne suis pas très certain. Je pourrais mettre une chaîne de caractères. Et ça peut être nul. Parce que dans notre cas, ça ne sera jamais nul. Parce que voilà, on ne fait pas d'autres types d'authentification. Donc, je mettrai no ici. Et c'est tout ce que j'ai besoin de rajouter. Maintenant que c'est fait, nous devons implémenter la logique qui aura derrière l'authentification avec Google. Pour ça, nous allons créer un authenticateur. Donc pour ça, je rétape la commande php bin console make auth. Et on va me proposer, ici dans notre cas, on va créer un authenticateur vite parce que nous allons implémenter la logique OAuth dedans. Alors comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça Google Authenticator. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il y a encore les deux fichiers qui ont été modifiés. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas d'authenticateur à la base. J'ai dit authenticateur, mais c'est authentificateur en français. Nous n'avions pas d'authentificateur en français. Maintenant, nous en avons un et ça a été précisé directement comme l'authentificateur par défaut. Il peut y en avoir plusieurs. Dans notre cas, nous en avons un seul et c'est à nous maintenant de gérer la connexion au hôte dans cet authenticateur. En regardant un peu la classe qui nous est générée, vous allez directement voir les différentes méthodes qu'il faudra implémenter. Il y en a pas mal et rassurez-vous, nous n'allons pas faire ça manuellement. Le protocole OAuth est un protocole populaire. Il y a donc des librairies qui nous proposent des implémentations rapides. Dans ce cas, on va utiliser la librairie OAuth Client 2 de PHP League pour supporter l'authentification avec Google, l'authentification OAuth avec Google. Donc, je n'ai plus qu'à prendre ce code-là et je vais installer cette librairie. Donc, je fais un coup de dr composer require. Dans votre cas, ça sera composer require. Je suis en train ici de lancer mon PHP dans un container. Donc, le dr, c'est un raccourci pour Docker Round. Composer require league et je vais installer cette librairie-là. Cette librairie est une librairie générique et nous, on voudrait une intégration avec notre framework Symfony. Ici, j'utilise la version 7. Donc pour ça, on peut utiliser le bundle qui est fourni par KNP University et c'est un bundle qui va nous faciliter l'implémentation et surtout l'utilisation de l'authenticateur. Voilà, une fois que c'est fait ici, j'ai refait la même chose mais pour le bundle. Voilà, une fois que c'est installé, vous allez vous rendre compte que ce bundle vient avec certains fichiers de configuration comme celui-là. Nous allons donc voir ce qu'il y a dans ce fichier. En rentrant dans le projet, on va dans la partie configuration. Il y a un nouveau fichier KNP qui a été créé. Non, il n'a pas été créé, donc on va devoir créer ceci manuellement. Alors, rappelez-vous que KNP University est un bundle qui va nous permettre de gérer plusieurs clients. Ah voilà, il y avait juste un délai avec mon éditeur qui va nous permettre de gérer plusieurs clients OAuth. Nous devons donc préciser quels sont les clients OAuth que nous supportons dans notre application via ce bundle. Je commence par préciser que moi, je voudrais avoir un client Google. Le nom ici n'a pas d'importance, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce nom sera utilisé un peu plus tard. Et le type de client que j'aimerais supporter ici, ça sera un client de type Google. On va lui passer un client ID et ça sera une variable d'environnement. Rappelez-vous des tokens qu'on a générés un peu plus tôt. On viendra le préciser ici. Donc, on peut utiliser cette fonction env qui va nous permettre de récupérer la valeur d'une variable d'environnement. Ces variables d'environnement n'existent pas encore. Nous allons bien évidemment les créer par la suite. Je précise aussi le client secret. Je n'invente rien. Les clés de la configuration sont sur la documentation de KNP. Je vous inviterai donc à aller lire pour voir s'il y a d'autres clés qui vous intéressent.
Voilà, une fois que c'est fait, je vais préciser la route sur laquelle je serai redirigé après que le client ait confirmé l'utilisation de notre service en passant par Google. Après qu'il ait autorisé Google à transmettre ces informations, si je vais le dire correctement. Alors, cette route-là, c'est la même route que nous avions mis dans notre configuration, dans notre création d'identification sur Google. Cette route-là, dans notre cas, on va appeler ça redirect route. Et dans notre cas, je vais l'appeler OAuth check. Et on passera un paramètre redirect service, redirect params, j'y arrive. Et le nom du paramètre, ça sera service. Et ce paramètre, dans notre cas, par défaut, ça serait Google. Pourquoi je précise ceci? Parce qu'on peut supporter plusieurs types de OAuth, plusieurs clients OAuth, Google, Facebook, GitHub, etc., etc. Et il faudra trouver un moyen de le différencier. Moi, je passerai une clé service à ma route pour faire la différence entre ces différents clients OAuth. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir créer ces deux variables d'environnement. Je vais donc dans ma partie env. Évidemment, vous ne faites pas ça dans ce fichier parce qu'il est versionné. Nous créons donc un fichier propre à notre environnement. Et ce fichier, ça sera .env.local. À l'intérieur de ce fichier, je peux donc venir préciser les différentes clés que j'ai définies dans mon fichier de configuration. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais rentrer sur Google et copier mes différentes clés d'API. Je vais commencer par l'ID client que je copie. Et donc voilà, on a donc nos deux clés et c'est tout ce qu'on a à faire dans cette partie. Maintenant, voyons voir comment nous devons utiliser notre bundle. Vous avez dans la documentation les différents clients supportés et vous avez un petit exemple d'implémentation. Donc, je vais me baser sur cet exemple d'implémentation en vous expliquant étape par étape ce que j'essaye de faire. Comme moi, dans mon projet, je vais dans l'optique de supporter plusieurs clients OAuth. J'aimerais donc créer un authenticateur générique pour n'importe quel client et adapter l'authenticateur en fonction du client. Mais avant cela, je vais donc créer un nouveau contrôleur qui me sera le contrôleur de sécurité qui va me permettre d'accéder à la page login. Alors, cette classe étant aussi de l'abstract controller de Symfony, et on va définir quelques fonctions. Déjà, j'aimerais avoir la fonction login, et dans notre cas, il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie. Ça sera juste une fonction qui nous ramène sur la page login. Et on va faire un code de 10 render. Alors ici, j'aimerais gérer un cas. Si jamais l'utilisateur est déjà connecté, j'aimerais directement rediriger cet utilisateur vers la page adéquate. Et ici, dans notre cas, je ferai un coup de redirect to route. Et la route, ça sera index. Alors, cette route, c'est la route qui a été précisée dans mon home controller à ce niveau-là. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai donc ma fonction login qui me permettra d'afficher le formulaire de connexion. Donc, si je me rends dans ma partie application et que je vais sur /login, voici à quoi ressemble la page login. Justement, il ne connaît pas parce que je n'ai pas précisé la route. Je commence donc par préciser la route. Voilà, une fois que c'est fait, en revenant sur ma page, on a donc accès à notre page. Mais vous voyez que directement, on a un problème avec notre authenticateur parce qu'on n'a pas encore commencé à implémenter ces différentes méthodes-là. Donc, nous allons donc commencer par créer cet authenticateur qui sera une classe abstraite de laquelle tous les autres authenticateurs de notre application vont hériter. Et la classe sera une classe abstract authenticator. Mais attention, cette classe ne va pas directement hériter de l'authenticateur par défaut de Symfony, mais plutôt celui de notre bundle. Donc ici, ça sera OAuth2 authenticator. Et on va commencer petit à petit à implémenter nos différentes méthodes. Rappelez-vous, KNP est un bundle qui gère plusieurs clients. Donc, il faudrait qu'on sache de quel client il s'agit. Pour arriver à faire cela, on peut récupérer la liste de tous les clients disponibles en utilisant une classe qui s'appelle le Client Registry. Je vais donc injecter cette classe dans mon constructeur pour me permettre de récupérer les différents clients et appeler les différentes méthodes. Donc, la première classe dont j'aurai besoin ici, ça sera une classe qui peut d'ailleurs être en read-only, Client Registry, voilà, que je vais appeler Client Registry aussi.
Alors, cette classe va me permettre d'accéder aux différents clients que nous avons précisés dans notre configuration. Alors, à partir de là, la première méthode que nous devons implémenter, ça sera support. Est-ce qu'on supporte ce type d'authentification? Dans notre cas, je pourrais renvoyer toujours true, mais c'est pas malin. Donc, on va implémenter cette fonction support. Et l'idée ici, c'est de vérifier si nous sommes sur la route de check et que le service utilisé est un service que nous allons supporter. Donc, comme ça, c'est une classe abstraite, j'aimerais préciser le service que la classe enfant pourra gérer en faisant protected. Et je vais dire que j'aurai un service name et chaque authenticateur enfant précisera il est authenticateur de quel service. Service name, par défaut, je peux dire que c'est une chaîne de caractères vide. Alors, juste en dessous, je vais vérifier, return, est-ce qu'on est sur la page de check de l'OAuth? Si on est sur cette page-là et que si cette page, justement, c'est la route actuelle, comment je fais pour récupérer la route actuelle? En partant de la requête actuelle, je prends la requête et sur cette requête, j'ai des attributs et sur ces attributs, je peux récupérer la route. En faisant route. Voilà. Si je suis sur la route de check et que j'ai comme paramètre request get le service qui est égal au service courant. Dans ce cas, je pourrais dire que l'authentification est supportée. Donc, imaginez qu'on a plusieurs authenticateurs, Google, Facebook, etc., etc. Dans Google, je préciserai que le service name, c'est Google. Si je suis sur la page de check et que le service est égal à Google, ça sera donc cet authenticateur qui va prendre le relais au détriment des autres authenticateurs qu'on pourrait avoir pour différents services dans notre application. D'accord? Ceci fait, je vais devoir implémenter quelques autres méthodes. Alors, dans notre Client Registry, je vais supprimer toutes ces méthodes et vous allez comprendre quelle est la méthode qui sera ici. Je vais préciser protected le service name, mais attention, la classe n'étant pas du bon parent. Ici, je vais dire qu'en étant de mon abstract, voilà. Et je pourrais venir préciser ici mon service name, protected service name, et je dirais que mon service name, pour ce coup, c'est Google. Alors, il y a encore des méthodes qui ne sont pas implémentées, ne vous en faites pas, on y arrive. Alors, après la méthode support, on va passer à la méthode onAuthentication success. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'authentification réussit? C'est simple, c'est un peu la méthode par défaut. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est que si l'utilisateur essayait d'accéder à une page avant d'être bloqué par notre système d'authentification, on voudrait qu'il revienne sur cette page-là. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle un target path. Sur quelle page il essaie d'accéder avant. Pour avoir accès à cette méthode, il existe un trait qui nous permet de récupérer un peu toutes ces informations-là depuis la session. Donc, on va utiliser les target path traits qui est fourni par Symfony. Et comme ça, nous avons accès à cette méthode. Donc, s'il existe un target path, on va refaire une redirection vers cette page-là. Supposez que vous avez un utilisateur qui était en train de vouloir faire un achat, mais il s'avère qu'il n'était pas connecté. Et ce qui va se passer, au lieu qu'il refasse tout ce processus-là, il sera directement redirigé vers la page où il était en train de faire cet achat-là. Dans le cas contraire, on redirige vers la page d'accueil et pour rediriger vers la page d'accueil, il faut nécessairement avoir le routeur. Donc, je vais injecter le routeur ici et c'est tout ce que j'ai à faire. Alors, dans le cas où l'authentification ne réussit pas, on aura une classe, voilà, on aura une classe Authentication Exception. Dépendamment de votre logique métier, vous pouvez effectuer plusieurs autres actions, par exemple, compter les nombres de fois que l'authentification a échoué, etc., etc. Dans notre cas, tout ce que nous allons faire, nous allons préciser dans la session, nous allons mettre dans la session cette erreur-là. Et avant, on avait Security. En Symfony 7, nous avons une nouvelle classe qui est Security Request Attribute. Si vous essayez d'utiliser Security, ça sera déprécié. Donc voilà, et dans le cas contraire, on redirige la personne vers le formulaire de connexion. Dans les cas où la personne n'arrive pas à se connecter. Mais le plus important dans tout ça, c'est la fonction Authenticate, parce que c'est cette fonction qui nous permet de définir la logique même de l'authentification.
Et vous voyez que ça prend en paramètre une requête et ça doit nous retourner un passeport. Je vais ici vous expliquer les différentes étapes qui vont se passer. Déjà, il faudrait qu'on récupère un Access Token. Le Access Token va nous permettre de récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre utilisateur clique sur le bouton « Se connecter » ? Ici, il est redirigé vers le site du provider. Dans notre cas, ça sera Google. À partir de là, l'utilisateur va accepter nos différentes informations. Une fois qu'il est accepté, il est redirigé vers notre page avec un token. Et ensuite, nous, on va utiliser ce token-là pour récupérer les informations de l'utilisateur comme l'adresse email. Rappelez-vous, on est en train de gérer plusieurs clients. Quel client on gère actuellement? Donc, je fais une fonction getClient qui me permettra d'avoir un OAuth client. Attention, OAuth 2 clients interface. Ça, c'est une classe de notre bundle. Et pour récupérer le client, il suffit de passer par notre client registry en faisant getClient et en lui passant le service name. Voilà où est l'importance de ce service name, parce que le service name qu'on a précisé dans Google à ce niveau, c'est le même que cette clé qui est ici. Donc, si vous changez la clé dans vos clients dans la configuration, il faudra adapter avec le service name que nous sommes en train de passer à ce niveau-là. À partir de notre classe parente, on a Fetch Access Token. Et cette classe demande un client et nous, pour récupérer le client, on n'a qu'à faire getClient. Maintenant qu'on a notre credentials et qu'on a le token, on va devoir demander les informations à notre provider. Rappelez-vous, le client clique sur se connecter avec Google, il est redirigé vers le provider nous renvoie le token et nous utilisons ce token pour récupérer les informations de l'utilisateur. Et pour arriver à faire cela, je vais créer une nouvelle fonction qui sera getResourceOwner from credentials. C'est une fonction simple. Et ici, j'ai besoin de l'access token et ceci va me retourner un ResourceOwner interface. Alors, cette interface, c'est l'interface qui définit en fait les informations que nous récupérons de Google et de notre service provider. Donc, vous voyez qu'ici, je fais un fetch user from token. À partir d'ici, je peux avoir mon ResourceOwner et ce ResourceOwner peut varier. Donc, la classe, les implémentations varient en fonction des différents providers. Donc, ici, j'aurai ResourceOwner égale à 10 get ResourceOwner from credentials. Je lui passe mon access token. Et enfin, je peux récupérer le user. Alors, pour récupérer le user, un user ici, dans mon cas, c'est un user de la classe user que j'ai créé. Donc, vous comprenez que c'est un objet du domaine. Donc, ici, j'aurai besoin de l'utilisateur. Mais comment je récupère cet utilisateur-là? Rappelez-vous que Google peut me renvoyer une adresse email et moi, il suffit de vérifier qu'il existe un utilisateur qui a cette adresse email-là avec le client ID, par exemple, que Google m'aurait fourni. Et déjà ici, je n'ai même pas besoin de vérifier ça dans ma base de données si jamais vous ne voulez pas enregistrer vos utilisateurs. À partir de ça, je peux avoir un utilisateur et stocker ces différentes informations. Mais comment je fais? Dans ma classe Google, je vais venir ajouter une fonction getUserFromResourceOwner qui prendra en paramètre une ResourceOwner et aussi le user repository parce que soit on va fetch dans notre base de données s'il existe un utilisateur avec l'email et l'ID donné. Sinon, on va soit créer l'utilisateur, sinon renvoyer une erreur par exemple. Donc, j'aimerais bien me rassurer que le ResourceOwner qu'on a dans le cas de Google, c'est un Google User. Donc ici, je vais vérifier si la ResourceOwner que nous avons, là, vous comprenez, est une instance de Google User. C'est pour ça que je disais l'implémentation va varier en fonction de votre provider. Dans le cas où nous n'avons pas une instance de Google User, on peut renvoyer une exception, throw new. Vous pouvez utiliser une runtime exception et dire par exemple qu'on s'attend à avoir un Google User. Et il peut arriver que l'utilisateur que vous récupérez sur Google n'a pas encore confirmé son adresse email. Et dans ce cas-là, c'est vraiment pas un utilisateur qui peut s'inscrire sur votre site parce que nous, on veut s'assurer qu'il a déjà confirmé son adresse email.
Donc, pour ça, on peut vérifier facilement en faisant un resource owner toArray. Et dans ce tableau qui sera généré, on veut récupérer la clé email verified. Email verified. Vous pouvez analyser un peu cette classe Google User pour voir quelles sont les propriétés disponibles. Donc, dans le cas où cette clé n'existe pas, ou elle est tout simplement false, on aura nul à la place. Et nul est différent de true parce que si on fait une triple vérification stricte avec les types aussi. Donc, dans le cas là, on va tout simplement renvoyer une erreur d'authentification, new authentication exception, rappelez-vous, et on va dire par exemple email not verified. Alors, cette erreur d'authentification peut être directement affichée à l'utilisateur. C'est pour ça que dans notre authenticateur générique, dans le cas où l'exception échouait, on passait dans la session cette exception ici. Donc, dans le cas où l'utilisateur n'aura pas confirmé son adresse email, on va générer cette exception qui sera enregistrée dans la session et qui pourra être affichée sur le formulaire de connexion via un message flash ou via un message que vous allez afficher. Dans le cas contraire, je voudrais retourner un utilisateur. Donc, sur mon repository, je vais faire un coup, voilà, repository, je vais faire un coup de find one by. Et quels sont les critères? Je voudrais vérifier si j'ai un utilisateur qui a un Google ID qui est égal au ressource owner getID que Google va me donner et qui a la même adresse email, tout simplement. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a plus besoin de mot de passe. Ressource owner get email. Voilà. S'il existe un utilisateur avec ces deux informations, dans ma base de données, évidemment, cet utilisateur sera retourné. S'il n'existe pas, on va voir comment créer son compte juste après. Voilà. Donc, au niveau de mon Authenticate, je peux récupérer maintenant l'utilisateur en appelant la méthode this gets user from resource owner. Évidemment, c'est drôle, mais évidemment, j'ai implémenté cette méthode ici, mais je ne l'avais pas précisé dans ma classe parente. Donc ici, je vais dire que c'est une méthode qui doit être obligatoirement implémentée. Donc, je vais précéder ça du mot-clé abstract pour que tous les classes entrantes soient obligées de réimplémenter cette méthode. C'est un peu l'avantage d'utiliser une classe abstraite. C'est un peu comme une interface et une implémentation par défaut. Voilà. Donc ici, je dirais maintenant get user from resource owner. Cette méthode sera implémentée différemment en fonction de provider. Et je n'ai qu'à passer mon ressource owner et j'ai besoin de lui passer le repository. Alors, je vais injecter cette classe-là tout simplement. Voilà, où j'aurais pu injecter le Entity Manager, mais je pense que c'est beaucoup plus propre d'injecter le User Repository et d'encapsuler toutes les modifications que nous faisons à notre entité dans un seul endroit. Donc, maintenant que c'est fait, ici, je peux récupérer le User Repository en faisant this repository. Voilà, là, j'aurai un utilisateur ou pas. Rappelez-vous, cette fonction renvoie soit un utilisateur, soit nul. Dans le cas où je n'ai pas d'utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas en base de données. Il faudrait penser à créer son compte, par exemple. Dans le cas où cet utilisateur n'existe pas, ici, moi, j'aimerais créer son compte. Et on va revenir sur ça un peu plus tard. Mais dans le cas où l'utilisateur existe, on voudrait retourner un passeport. Pour comprendre c'est quoi un passeport, je vous retourne vers la vidéo de GraphiCart qui explique l'authentification sur Symfony à partir de Symfony 5.3. Mais c'est juste un moyen de confirmer une identité, comme un passeport dans la vraie vie. Je retourne un self-validating passport et je vais passer mon user badge qui sera new user badge. Et ici, je dois récupérer l'identifiant de l'utilisateur. Dans notre cas, nous utilisons l'adresse email. C'est notre identifiant unique. GetUserIdentifier. Et enfin, une fonction qui retourne cet utilisateur. Nous, on a déjà cet utilisateur parce que nous l'avons récupéré depuis la base de données. Donc ici, on peut faire une fonction qui renvoie directement cet utilisateur-là. Mais techniquement, c'est là où vous devez faire un appel vers votre base de données.
Et on peut passer certains badges. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'un utilisateur qui s'est connecté soit directement, qu'on se souvienne de lui-même après sa connexion. Donc, comme ça, il n'est pas obligé de se reconnecter à chaque fois. On peut donc utiliser le Remember Me badge. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire ici. Comme j'ai nommé ce paramètre, je vais aussi nommer celui-là. Et je pense qu'on est bon. Voilà, juste un problème de typage. Je peux retourner ici un self-validating passport. Vu que ça étant des passeports, ça ne va pas déranger. OK, alors ce user identifier, ici, vous voyez que ça retourne l'adresse email. Donc, c'est déjà bon. Et au niveau de notre authenticateur, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, je ne vais pas créer un nouvel utilisateur ici, vous pouvez bien le faire, mais j'aimerais bien que ça soit propre parce que vous pouvez avoir une logique métier différente lors de la création des utilisateurs. Pour ça, je vais tout simplement créer une classe que je vais appeler OAuth Registration Service et cette classe va me permettre de créer un utilisateur. Ça sera un service où je peux encapsuler la logique métier derrière la création d'un utilisateur. Bien évidemment, dans votre cas, vous pouvez avoir une logique métier différente. Vous pouvez peut-être vouloir demander d'autres informations à l'utilisateur avant qu'il s'inscrive. Donc, ça peut se faire au travers ce service-là. Donc, je vais créer un OAuth Registration Service. C'est tout à fait optionnel. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que j'avais rajouté d'autres exemples. J'ai tout simplement une fonction persist qui va prendre un resource owner et en fonction de ce ressource owner, rappelez-vous, les implémentations sont différentes, je vais créer mon utilisateur. Dans le cas où c'est un Google User, je sais que j'aurai une propriété getEmail et une propriété ID. Et cette propriété-là va me permettre de créer un nouvel utilisateur dans ma base de données. Un exemple, dans le cas où ça serait par exemple sur GitHub, on aurait un GitHub Resource Owner et là on a des propriétés différentes. Donc nous, dans notre cas, c'est beaucoup plus simple. Donc je peux retirer toutes ces conditions et me limiter à ça. Donc je n'ai même plus besoin de faire cette condition-là. Et mon éditeur, au fait, vous voyez qu'il ne sait pas parce qu'il y a plusieurs implémentations. Donc je vais lui préciser ça dans la documentation ici en lui disant que param Google User, ça sera Resource Owner. Comme ça, il sait quelles sont les propriétés disponibles. Donc après ça, après vous ajoutez votre logique métier, mais dans mon cas, c'est simple. Je ne fais que persister en utilisant la méthode que j'avais rajoutée dans mon repository. Vous voyez, comme ça, tout est encapsulé et je n'ai pas beaucoup de choses à importer à ce niveau-là, à part mon repository. Donc maintenant, dans mon abstract, dans le cas où l'utilisateur n'existe pas, moi, j'aimerais bien créer cet utilisateur-là et le connecter directement. Donc pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement dire que user égale et je vais importer mon registration service. Je vais l'injecter dans mon contrôleur, enfin dans mon constructeur et ça, je vais l'appeler registration service. Alors, à ce niveau, je peux maintenant utiliser 10 registration service, on y est presque, et appeler la méthode persist en lui passant le resource owner. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. J'aurais pu me faciliter la tâche en passant directement le repository à cette méthode. Comme ça, je n'aurais pas besoin de l'importer ici. Bah, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez bien faire. Ceci fait, donc ce qui va se passer si l'utilisateur n'existe pas, nous allons créer son compte à partir de notre service et ensuite nous allons directement connecter l'utilisateur. Voilà tout pour l'implémentation de ce service, hein. Vous voyez que ce n'était pas compliqué. La seule chose qui va changer en fonction de différents providers, ça sera la partie de création, de récupération d'un utilisateur à partir de la ressource. Donc maintenant que ceci est fait, nous allons aller implémenter cela dans nos contrôleurs. Donc ici, on avait juste le contrôleur de login. D'ailleurs, si je reviens sur cette page, voilà à quoi ressemble cette page de connexion. On peut se connecter avec Google et GitHub. Alors, comment ça va fonctionner? Sur ce bouton, on mettra le lien, un lien de redirection justement vers le service provider de l'authentification. Évidemment, moi, j'aimerais aussi supporter la déconnexion. Donc, je vais créer une nouvelle fonction qui me permettra de se déconnecter une fois que l'utilisateur sera connecté. Et pour que ceci fonctionne, je vais préciser dans ma configuration de security
qu'une fois que l'utilisateur est connecté, c'est-à-dire ici, dans le cas de logout, pour la déconnexion, ça sera OAuth, ou bien vous appelez ça OAuth logout, il ne faut pas se compliquer la vie. Enfin, où est-ce qu'il sera redirigé après? Et on va le rediriger tout simplement vers la page de connexion. Voilà. Et cette route-là, je vais venir la préciser. Je peux quand même être OAuth logout pour être cohérent. Et dans ma partie security, c'est vraiment cette partie que je venais de préciser, logout, et je vais appeler ça. Et voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai aussi appelé cette page hot login, donc on peut faire ça comme ça. Alors, une fois qu'on a maintenant la possibilité de déconnecter un utilisateur, comment on va le connecter en utilisant notre service? Je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler connect, public function connect, qui me permettra de se connecter avec un service provider. Et donc, j'aimerais bien savoir quel service je vais utiliser. Donc, je passe en paramètre une clé service et ça va créer une redirection. Donc, une redirect response vers le service en question. /OAuth /connect et le service sur lequel j'aimerais me connecter. Ça peut être Google, etc., etc. Service. Le nom de la méthode sera name connect et vous pouvez préciser la méthode. Dans notre cas, ça sera toujours du get. Et on va vérifier quelque chose. Comme ce service est un paramètre que l'utilisateur peut compléter, il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Pour ça, moi, j'aimerais avoir un tableau des services qui sont nativement supportés. Donc, je peux créer un tableau que je peux appeler scopes. Et dans ce tableau, je vais préciser les différents scopes que j'aimerais récupérer. Les scopes, c'est un peu le niveau d'information que vous voulez récupérer à votre service provider. Dans notre cas, ça sera Google. Et on va prendre les scopes par défaut. Après, vous avez GitHub. Ça, c'est un exemple. Pour GitHub, vous pouvez par exemple récupérer, laissez-moi vous montrer, user.email, juste pour récupérer l'adresse email de l'utilisateur. Donc, c'est un peu ça. Dans notre cas, je mettrai Google, mais si vous avez plusieurs services, vous pouvez compléter ce tableau. J'essaye de faire ça de manière générique parce que l'implémentation sera presque toujours la même pour les autres services. Alors, une fois que j'ai ce tableau, je peux vérifier si le service que l'utilisateur auquel il essaye de se connecter existe bien évidemment dans mon tableau. Donc, je vérifie en tenant compte seulement des clés de ce tableau, c'est-à-dire Google par exemple dans ce cas. Si cette clé-là n'existe pas dans mon tableau, je vais renvoyer une erreur 404 parce que c'est un peu comme si, voilà, ça n'existait pas. Alors, pour se connecter, j'aurai besoin du Client Registry. Et pour ça, je peux l'importer directement à ce niveau-là. Client Registry. Et on va l'appeler Client Registry. Et je vais faire une redirection en utilisant return Client Registry, get client. Le client, ça sera le service. Et sur ce service, je peux faire un coup de redirect. Alors, quand on fait la redirection, vous voyez qu'il y a un paramètre scope que je dois passer. Dans mon cas, j'ai déjà précisé les scopes dans ma constante scopes et pour la clé service name. D'où l'importance de vérifier que cette clé existe, sinon ça vous fait une très belle exception et vous ne pouvez plus jamais connecter vos utilisateurs. Vous imaginez faire ça un vendredi et mettre ça en prod dans un e-commerce, vous perdez de l'argent. Donc cette condition est très importante. Alors, la dernière route qu'on va implémenter, c'est la fameuse route check, parce qu'une fois que le service provider valide ou que le client valide de son côté, le service provider va nous retourner les informations via cette route check. Alors, cette route check, elle va tout simplement retourner une réponse et cette réponse, ça sera toujours une réponse de succès dans notre cas. Parce qu'on utilise un bundle, rappelez-vous, et c'est ce bundle-là qui va gérer un peu la partie authentification. Parce qu'en vrai, le service provider va faire un retour sur check, mais en passant des paramètres dans l'URL. Et comme cette route check sera catchée par notre authenticateur, le bundle va directement récupérer toutes les propriétés
l'access token, etc., etc., stocker ça pour pouvoir nous permettre de continuer à utiliser les différents paramètres et les différentes méthodes pour faire cette connexion. Donc, il y a une très grande partie abstraite dont nous n'avons même pas besoin de nous occuper. Voilà l'avantage au fait d'utiliser le bundle. Et on aura un statut 200. Et voilà tout ce que j'ai à faire ici. Je vais rechecker une fois de plus pour me rassurer que tout est correct. Et je pense que tout est correct. Maintenant que c'est fait, on va préciser dans notre formulaire de connexion. Ici, ça c'est le code HTML. Dans la partie Continuer avec Google, je vais supprimer GitHub, c'était pour l'exemple. Juste ici, dans le lien, je vais venir mettre un chemin, path, vers OAuth, OAuth, OAuth. Je ne sais pas pourquoi il ne m'auto-complète pas. Et ça sera Connect. Et je précise le service. Ici, ça sera service Google. Vous imaginez si vous avez un autre bouton, vous allez juste changer le service et vous ajoutez l'authenticateur qu'il faudra et puis voilà, c'est tout. Donc, une fois que c'est fait, on n'a vraiment pas testé depuis. J'actualise, on va voir si on a des bugs. Très bien, on a un bug qui me dit OAuth Connect n'existe pas. Je regarde dans mon security et le nom c'est OAuth Connect. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là, mais bon, je vais faire ça aussi ici. J'aurais pu, vous voyez comme j'ai le même préfixe partout, je peux créer directement ça au niveau de la classe et ça va rajouter partout. Voilà, maintenant je vais cliquer sur Continuer avec Google. Il va bien évidemment me permettre de choisir le compte que je vais utiliser. Je vais choisir mon premier compte. Et on aura une erreur, et vous savez laquelle, nous n'avons pas fait les migrations. Donc pour ça, je vais connecter ma base de données rapidement et on va voir comment ça marche. Make migration, bin console, do mimi. Yes, je suis sûr. Yes. Et voilà, c'est bon. Je vais juste me rassurer que je ne suis pas en train de faire des bêtises. Donc, je vais lancer AdsMiner pour checker si on est dans le bon. Root, app. Et dans la partie user, voilà, on a mes différentes informations. Alors là, c'est déjà quelque chose de bon. Donc, si je reviens dans mon application et que j'actualise la page, j'ai refait le même processus. Je choisis le compte. Je suis bien et bien redirigé vers la page de connexion et voilà, je suis actuellement connecté dans le dashboard. Vous pouvez rajouter des messages flash, etc., etc., mais le gros a déjà été fait. Donc, si vous voulez implémenter de nouveaux clients, il vous suffirait de créer une nouvelle classe, par exemple GitHub Authenticator, précisez que le service name c'est GitHub, allez dans la configuration de vos différents clients OAuth avec KNP, précisez les clés d'API et juste venir implémenter cette méthode pour dire comment on se connecte avec, voilà, avec ce nouveau service provider que vous avez rajouté. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile. Je compte continuer à produire des vidéos Symfony cette année. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les tutoriels que vous voudrez avoir. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine.